Dafpe Amoud Aleph, Batra la Mishnah. Lokar Perot Shovach Mechavero, celui qui achète la production du pigeonnier. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord, moi j'ai des pigeonniers, j'ai un élevage, et je te dis, tu sais quoi, la production de cette année, je la prends. Je l'achète. Alors, pour la connaissance générale, les pigeons, ils mettent bas, je sais pas qu'on appelle, ils pondent plutôt, puisque c'est des œufs, tous les mois. Zachar Keva. C'est par paire, tous les mois. Donc il lui a dit pour une période, je te prends une période, qu'on appelle ça, la production. La production. Alors jusqu'à présent, dans l'émission précédente, on a dit, le sujet était qu'est-ce qui est inclus dans la vente, qu'est-ce qui n'est pas inclus. Essentiellement, c'était au désavantage, on va dire, de l'acquéreur. C'est-à-dire que l'acquéreur, si c'était pas mentionné, eh ben, il n'a pas les accessoires. Là, on va dire l'inverse, dans le sens inverse, dans le sens où même s'il lui a dit je te vends la production, eh ben, il y a une retenue en faveur du vendeur. Et la Mishnah va s'expliquer tout de suite. Que ce soit pour le pigeonnier, ou que ce soit pour la ruche, ou que ce soit pour les oliviers. Alors la Mishnah s'explique. Donc moi, je te vends une production. Moi, j'ai des pigeonniers. Moi, je te vends pas le pigeonnier. Je te vends la production du pigeonnier. Donc si tu vas me vider le pigeonnier immédiatement, n'est-ce pas? Ça veut dire si tu vas prendre la première production, eh ben la mère, elle va se sauver. Okay. Si tu lui laisses pas les enfants, elle va quitter, elle risque de quitter. Donc là, l'Akha dit, même si normalement le sens premier est de vendre la production, donc déjà la première pendaison, elle est déjà, elle appartient normalement, elle est censée appartenir à l'acquéreur. Et bien ici, la logique est que, en réalité, du fait que s'il venait prendre la première pendaison, eh ben ça allait porter atteinte au pigeonnier, elle a su la production, donc il doit le laisser. Donc c'est marqué dans la Mishnah, Lokar Perot Shovach Mechavero, donc il a pris possession de la production qui va venir. Alors bien sûr, là aussi c'est un petit peu, il y a une sugia que ici la Gemara ne va pas en parler. Comment je peux acheter la production? Hein? Non, c'est d'avoir chez l'Obad Olam a priori. N'est-ce pas? Quand d'acheter la production, alors comment il a fait Kinyan? Ok, peut-être parce que la mère elle est là ici, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est pas le sujet. Puisque peut-être, voilà, il a fait Kinyan sur la mer, même s'il n'achète pas la mer, mais il achète la mer pour sa production. Donc, a priori, il n'y a pas de problème d'avoir chez le Balolam. Mais pourquoi Hadar, ils ne pondent pas? Pardon? Hadar, c'est-à-dire qu'à Hadar, ils ne pondent pas. Ah, ils font pourrir ou quoi? Il faut mijeter. Alors, juste un instant. C'est un phénomène. Voilà, c'est un phénomène. C'est un phénomène biologique, c'est qu'il y a besoin d'un mois de repos pour reprendre la reproduction. Donc effectivement, tous les mois, ils pondent, et le dernier mois, c'est Shvat, et le Hadar, il y a un mois de pause, et ça reprend Nissan. Donc on a dit, donc le Chidouché, Alokar Perot Shovach Mechavero, donc il a acheté la production, Mafriach Brecha Rishona, il laisse en liberté, donc il les prend pas la première pendaison, comme nous avons dit, pour ne pas que la mère s'en aille et qu'elle s'arrête de produire ou elle risque de quitter le foyer. Perot Kaveret, pareil, si il a acheté le droit de qu'on appelle ça, les abeilles qui vont se reproduire, là aussi pareil. Notel Gimel Nechilim, ça va dans le même sens, c'est pas exact, mais ça ressemble, c'est le même la même logique. Alors l'Okear Notel Gimel Nechilim Umsares, il va prendre les trois productions, les trois naissances, les trois reproductions des abeilles, et seulement après comment on appelle ça, le vendeur, il a le droit à trois productions. Quand je te dis j'achète une production d'abeilles, ça veut dire que j'ai trois reproductions, et ensuite le vendeur aura le droit de séquestrer, comment on appelle, de stériliser, non pas stériliser, de rendre stérile, comment on appelle ça, de castrer les abeilles pour ne pas qu'elles reproduisent. C'est quoi l'intérêt?
parce que pour qu'elle produise du miel, il faut qu'elle soit castrée. Il y a une manière de castrer. On y arrive tout de suite avec de la moutarde. On va voir exactement ce que ça veut dire. La moutarde. Okay. Ah ouais. On va voir ce que ça veut dire avec la moutarde. Donc perot kavera notel gimel nechili umsares chalot dvash manière shte chalot. Et s'il a acheté il a acheté le miel, il n'a pas acheté la reproduction des abeilles, mais il a acheté le miel. Alors il faudra qu'il laisse pour l'acheteur devra abandonner, ne pas laisser à la fin de la période au moins 2 ruches de pain, pour que la production à l'été prochain, les abeilles reviennent. C'est-à-dire il faut garder une trésorerie. Bon, pour que ça revienne. Okay. Donc, Zetim Lakoutz, si une personne vend son olivier, alors bien sûr, on ne parle pas que l'olivier il est mort et qu'il lui vend le bois, mais il lui vend l'olivier, alors il devra lui laisser, il pourra couper, mais il devra lui laisser au moins 2 branches, manière jeter gros fillotte, grâce à ces deux branches, l'arbre reprend son état et il pourra se développer davantage. Et donc, voilà. Et donc, logiquement, encore une fois, quand j'ai vendu un arbre, j'ai pas vendu dans l'esprit de ne rien garder pour moi, mais c'est du fait que j'ai vendu seulement une production, donc il faut me permettre le renouvellement de la production. Donc, pour les pigeonniers, il faut laisser la première pondaison. Pour les abeilles, après 3 reproductions, le vendeur pourra castrer les abeilles. Encore une fois, les empêcher de se reproduire, plus exactement, parce que là, on va dire que la moutarde, ça ne castre pas, mais c'est du fait qu'ils mangent du piquant. Et donc, au lieu d'aller reproduire le miel, ils le consomment eux-mêmes pour s'adoucir la bouche. Ça va être là dans la Gemara. Et donc, on a les pigeonniers, les abeilles, la ruche, c'est les pains de miel, il faut en laisser 2. Et les branches d'olive aussi, il faut en laisser 2. La Gemara demande, Vatania Brecha Rishona Ushnia. On a un problème, la Gemara dit, j'ai un petit delta entre la Mishnah et la Braïta, puisque la Mishnah nous dit qu'on laisse Brecha Rishona, c'est-à-dire la première pondaison, qui est par paire habituellement, donc tous les mois une paire de pigeons, un mâle et une femelle, et ça ensuite ils se reproduisent de cette manière, alors que dans la Braïta c'est marqué 2 paires, il faut 2 paires, donc 2 pondaisons. La Gemara dit, c'est quoi cette différence? C'est un désaccord ou pas? La Gemara dit non. Quand la Braïta a dit qu'il faut laisser 2, c'est 2 au total, c'est-à-dire la mère et le petit. Ah oui, en tout. Voilà. Non, 2 paires de pigeons. La mère et les petits. Brecha Rishona et Shnia, c'est quoi Brecha Rishona? C'est pas la première pondaison et la deuxième pondaison, ce qui voudrait dire première génération et deuxième génération. Non, c'est la mère et les petits. Donc on parle seulement des petits, donc il faudra laisser une pondaison. Donc c'est comme la Mishnah. La Mishnah a parlé de la pondaison et la Braïta a parlé au total. C'est la pondaison plus sa mère. Vatania Brecha Rishona ou Shnia. Donc dans la Mishnah c'est marqué Brecha Rishona. Donc Brecha, le sens premier de Brecha, c'est la pondaison. Et donc a priori dans la Braïta c'est marqué la première pondaison et la deuxième pondaison. Donc en 2 mois il faut laisser. Il faut ne pas prendre la production de 2 mois. La Gemara dit non. Brecha Rishon et Shnia, c'est une manière de dire la mère et sa fille. Ça veut dire la première génération et la deuxième génération. Ça ne veut pas dire les 2 pondaisons. La Gemara dit Lok Amar Avkana Lokashia Hala Haleima. L'une c'est la pondaison effectivement et Leima et sa mère aussi. La Gemara dit Maishna Ima de Mitstavta Barvata. Je comprends pas. S'il y a un risque en prenant immédiatement la première pondaison, il y a un risque que la mère, elle se sauve. C'est pour ça qu'il faut laisser la première pondaison. Ça veut dire que la mère, en ayant ses petits, elle ne se sauve pas. Grâce aux petits, la mère reste. Mais je ne comprends pas. Et la mère elle-même, c'est qui ça, sa compagnie? Pourquoi tu n'as pas besoin, tu laisses pas une compagnie pour la mère? Ah oui, c'est vrai. Donc, Maishnaïma, Adimistavta, Baranta, Vazuga, elle se suffit de ses enfants et de son compagnon, des Shavkinala. Et c'est pour ça qu'on laisse ses petits. Ihinami, Tistavta, Ima, Vazuga. Mais pareil, elle aussi, c'est la même chose. Elle devrait se suffire de son Bazoug
et de ce qu'elle va reproduire ensuite, après. Donc pourquoi la première, tu la laisses? Inamititzavta, elle va trouver compagnie avec sa mère et son benzoug. L'agma a dit, Ima abarta mitzavta, barta ima lo mitzavta. La mère, elle se suffit de la compagnie de ses enfants. Mais les enfants ne se suffisent pas de la mère. Ça on sait que c'est dans un sens et pas dans l'autre. La mère, oui, toujours les enfants. Voilà, parce que la mère, elle a une comme ça, elle a des sentiments envers ses petits. C'est comme ça que Rajbam dit. Mais les enfants, non. Donc c'est pour ça qu'on attendra justement que la première pendaison donc la première pendaison aura besoin des enfants. Perot Kaveret Notel Gimel Nechilin Umsares. Donc il a acheté la production de la ruche, donc on ne parle pas du miel ici, mais on parle des abeilles. Alors on lui donne les trois reproductions, et ensuite le vendeur pourra castrer la mère et empêcher la reproduction. L'agma dit comment il empêche la reproduction. Bema Mesares. Mesarsan, Maravuda Marshmuel Bechardal avec de la moutarde. Amre Bema Arava, Mishmed Rabbi Yossi Bachaina, Lochadal Mesarsan. C'est pas que la moutarde a ses capacités et ses facultés de rendre stérile. Mais, et la mitor chez Piem Chad, Chosrot Veochlot et Duvshanan. Mais du fait qu'ils ils ont mangé qu'on appelle ça des graines de moutarde, eh ben, ils ont la bouche en feu et ils vont consommer leur propre miel. Abi Ochan Amar, Notel Shushan Nechin Bisirus. Donc il y a ici deux avis. D'après Rabbi Yochanan, Notel, Shlosha Nechilin Besirus, c'est-à-dire en une fois oui, une fois non. C'est pas trois d'affilée. D'après Rabbi Yochanan, on prend, n'est-ce pas, Sirus, c'est en, comment on appelle ça, en séquencé, pas séquencé. La première, la troisième et la cinquième. Par étape alors. Non, mais c'est pas la première, la deuxième et la troisième. S'il va prendre la première génération. Oui, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est en sautant 1 sur 2. En alternance. La première, la troisième et la cinquième. Et d'après la Braïta, il prend un après l'autre. Mikan ve'elach, notel achat umaniach achat. Et après, à partir des trois premières, il prend. Et après, il prend 1 sur 2. Ok. Chalot vache, l'agma dit chalot vache. Il laisse aussi manière shtechalot, donc on a dit il devra laisser 2 pains de miel pour pouvoir permettre pour attirer les abeilles au début de la saison prochaine, puisqu'il y aura pendant toute la saison d'hiver, il n'y a rien qui se passe. Ça ne reproduit pas en hiver là. Ça ne reproduit pas. Et donc il faudra laisser. La chaleur est bonne pour les abeilles. Hein? La chaleur est bonne pour les abeilles. Parce que les abeilles, ils se nourrissent avec toutes les fleurs, etc. Et c'est en été que ça se développe. Okay? Donc, le sujet, maintenant, on va pas rentrer dans l'apiculture, mais on va rentrer dans les Ilchot Tuma Vetahara, qu'est-ce qui se passe ici, quel statut ces pains de miel ont. C'est un liquide ou un solide? C'est un mashké ou un ochel? Alors, on avait là, Amar Rav Kahana Dvash, Bekaveret, Enoteim Demacha Leolam, Al Makasavar Lobe Marshava. Donc, le miel qui se trouve dans la ruche, Enoyote Midemacha Leolam, il ne perd jamais son statut de son appellation, son statut d'aliment. Même si les abeilles, à un moment donné, n'est-ce pas, c'est consommé par les abeilles, etc. Eh bien, quand même, ça reste toujours un aliment. Almakasava, l'oba et marshava. Et donc, on en déduit ici qu'il n'y a pas besoin, l'homme n'a pas besoin de planifier et de programmer que le miel, à partir de maintenant, c'est un aliment pour l'humain. N'est-ce pas? Et donc, même depuis le départ, le miel, c'est un aliment. Même s'il n'a pas été encore retiré, même s'il n'a pas été encore décollé de la ruche. Mais Tiv l'agma demande à partir de la braïta. On est passé à un autre sujet. Il n'y a pas de question là. Alors,
Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est une donnée, a priori, la Gemara a dit, donc au nom de Rav Kahana, Dvash Bekaveret, le statut du miel, même dans sa ruche, même sans que l'homme n'ait programmé et défini que ce miel, ça, il est déjà comestible, il va passer à table, ouais. Eh ben, il est déjà considéré un aliment. La Gemara, l'objet, Métivé, Dvash Bekaveret, et no lochel velo mashke. La Braïta dit, le miel, tant qu'il est dans la ruche, il est rien du tout. Oui. C'est encore je pense qu'on appelle la sécrétion des abeilles. C'est pas encore un aliment. Tant que je ne l'ai pas retiré de la ruche, c'est ni un aliment, ni un liquide. Amar Milu Tsecha, et la lotan shtechalot. De quoi, quand est-ce que la Braïta dit que le miel n'a ni le statut d'aliment, ni de... C'est ces fameuses deux chalot. Donc c'est ça le rebondissement sur notre Mishnah. Ces fameux pains qu'on laisse d'année en année, plutôt à la fin de l'année précédente, pour préparer et anticiper la production future. Ces pains-là, je les laisse sciemment, volontairement, pour rappeler les abeilles au début de la saison prochaine. Donc ça n'a pas le statut d'aliment, parce que je n'ai pas l'intention de les consommer. Rava Amar, Rabbi Elezeri, cette braïta-là, qui dit que le miel n'est ni défini comme un aliment, ni comme une boisson, qui est bien sûr comestible. Alors ça, c'est la position de Rabbi Elezeri. Il dit la Mishnah, Kaveret Dvorim Avizu Mer, Ariki Karka, Vekodim Ala Prusboul, Venukel Tuma Bimkoma, Varodem Minum Shabbat, Chayav Khatat. Donc il y a toutes sortes de halachot concernant la ruche. Premièrement, la ruche est considérée un bien immobilier. C'est un grand ridouche. Et donc on pourra écrire, celui qui a une ruche, c'est un support suffisant pour écrire un pouzboul. On sait que la condition pour écrire un pouzboul, c'est d'avoir un bien immobilier. Le fait d'avoir une ruche, la ruche est considérée bien immobilier, donc on pourra écrire le pouzboul. Donc, Areiki Karkavin pouzboul, Vena Mekabel Touma. Et donc, si c'est un bien immobilier, on sait que l'immobilier ne devient pas impur. Vena Mekabel Touma Bimkoma, quand elle est positionnée. Et celui qui, donc rodé, c'est celui qui retire le miel, donc, eh ben il est chayav ratat, c'est une transgression. Pourquoi? Alors d'où on apprend que la ruche, elle est comparée à quelque chose d'immobile. C'est parce qu'on appelle dans la Torah Ya'arat des vaches. Ya'ar, c'est quoi Ya'ar? La forêt. Donc c'est Keyar, c'est comme la forêt. On apprend d'ici que la ruche a le même statut que la forêt. En tout cas, ici on apprend aussi, donc va roder umena beshabbat rafratat, puisque on considère que si on considère la ruche comme de l'immobile, et ben celui qui a retiré le miel, et ben c'est comme s'il a cueilli, c'est de la cueillette. Femme tout là. Va roder al omrim, et Chaim sont en désaccord avec Rabbi Eliezer. En kodin la prosboul, vena kikarka, ou mekabel tout en komar, on est pas tour. Donc marloquette, est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est immobile ou pas? Et donc, quel rapport avec chez nous? Amar Rabbi Elazar, Maïtama de Rabbi Elazar, dirti, Vaïtvo tabi arav dvash, Vichimanyan yahar etzel dvash. Quel est le lien? Pourquoi c'est quoi yahar dvash? Pourquoi on appelle ça comme ça? Donc, ça, c'est un pasouk avec Jonathan et Shaoul, n'est-ce pas? La fameuse Shvoura qui avait fait Shaoul, tout celui qui va goûter du miel, il avait interdit de goûter le miel. Et Shaoul et Jonathan va mourir. Et Jonathan revient du combat et il ne savait pas. Et il a trempé son doigt dans la Vaïtbol, comment c'est marqué, Vaïshlach, Ketsamate. Il a mis le bout de la lance de son bâton dans la Yahara de vache, donc dans cette ruche. Et donc la question, c'est la parenthèse, et la question est pourquoi on appelle Yaharat de vache. Yaharat de vache, Mayar, Vechimanian Yahar et cette vache, elle a l'omalecha, Mayar, Atosh Minum Shabbat Chayav Khatat, Advash Ordem Minum Shabbat Chayav Khatat, et donc de même que le Yahar, c'est quelque chose qui pousse, et donc celui qui cueille Shabbat ou qui arrache, oui, il est Chayav, c'est une melacha, et bien pareil pour le miel. Et donc, pour revenir à chez nous, c'était quoi notre question? Donc, si Rabbi Eliezer Lagma a dit probablement, donc Abaye dit probablement, si, n'est-ce pas? Rava, il nous dit Rava, cette Mishnah, cette Braïta, pardon, qui dit que le miel qui est sur la ruche n'est pas impur,
parce que il a ni le statut d'aliment ni de boisson. C'est la position de Rabbi Zer qui dit que c'est encore mechoubar, c'est-à-dire Il est attaché là. c'est attaché. C'est-à-dire, comme on a vu, de même que Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav khatat parce que c'est attaché, on sait quelque chose qui est attaché. Un aliment, tant qu'il est attaché, mais il n'est pas un aliment, c'est une partie de l'arbre. Donc encore une fois, on a deux réponses à cette question. C'est marqué dans la Braïta que le miel, il est ni aliment ni boisson. On a deux manières de répondre. Ou bien on parle de ces fameux pains de miel qui restent jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la saison prochaine plutôt, jusqu'à l'été prochain, les débuts de l'été prochain. Et donc, pourquoi c'est pas un aliment? Parce que je compte pas les manger, je compte les laisser. Deuxièmement, c'est pas un aliment, pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer considère que le miel qui est sur la ruche, tant qu'il est sur la ruche, c'est comme un fruit qui est attaché à l'arbre. Un fruit qui est attaché à l'arbre, il ne devient pas impur. N'est-ce pas? Il est attaché à l'arbre, il peut devenir impur. Tant que je l'ai pas cueilli. Pareil pour le miel. On est bon? Oui. Pourquoi on a besoin de raison? C'est deux réponses, c'est Abaye et Rava. Ah, mais pourquoi tu demandes pourquoi deux réponses. Rava, il a étendu le sens de la Braïta au sens plus large, même si il a restreint, puisque il interprète la Braïta seulement selon Rabbi Eliezer, mais au final, dans le langage de la Mishnah, ça rentre plus facilement. Pourquoi? Parce que la Braïta nous dit Dvash kaveret, n'est-ce pas? Dvash bekaveret, le miel qui se trouve dans la ruche. Donc c'est tout, le miel de manière générale. Maintenant, c'est ça justement la discussion. Est-ce qu'il est préférable de restreindre la Braïta et de dire que c'est un avis isolé, ou bien de restreindre le cas de figure? Abaye, il a choisi de restreindre le cas de figure, et Rava, il a choisi de restreindre l'auteur de cet enseignement. Ok. Chazak. Métivé, on revient... pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Pour castrer les abeilles, on castre la reine. Et après, c'est elle qui fait les... Chazak, celle qui mène le... Chazak. Après, si on se casse la reine, après c'est fini, après la reine, c'est fini. J'avais en tête, après je sais pas si c'est fondé, comme ça on disait peut-être quand on était enfant, quand si la reine n'est pas là, la ruche elle est voilà, elle est... L'Orient, on détruit, c'est fini. Il y a vu l'Orient, la reine. Tout dépend de la reine. Ok. Alors, l'Agma a dit... On peut faire des apiculteurs, bien apiculture. Apiculture, ok. C'est bien, ça. Métivé, dvash azav mikavarto. La Braïta nous dit le miel qui suint de la ruche, enolo velo mashke. Il est ni un aliment, ni de la boisson. Bishtamale abayenicha, et là les rava kashia. Donc l'Ichora ici, s'il suint de la ruche. Donc si on parle des deux pains, alors je comprends, c'est le miel les pains de miel qui vont rester jusqu'à la saison prochaine. Donc même si ça suint ou pas, ça change pas, je compte pas les manger. Donc c'est ni ochel ni mashke. Mais d'après Rava, qui n'a pas souhaité interpréter la Braïta comme restreindre la Braïta et dire qu'on parle de ces deux pains là. Donc on est Rabbi Eliezer, mais une fois que ça suinte, ben, ça n'a pas de raison de ne pas être un ochel. Tout ce que Rava a dit, tout ce que Rabbi Eliezer dit, que le miel, quand il est sur la ruche, c'est pas un ochel, c'est parce qu'il est attaché. Mais une fois qu'il suinte, parce qu'il est c'est comme les fruits de l'arbre. Ouais. Donc tant qu'il n'est pas retiré, il n'est pas retiré. Mais là, qui coule, a priori, ça devrait être un ochel. L'Agma dit à Marazvid, qui gonne chez Zav al-Gabi Kelimaus. Non, c'est vrai que ça suinte, ça s'est détaché, mais c'est de l'irrécupérable, et donc il n'est jamais il n'a jamais eu le statut de Ochel. Rava Chabar Yaakov, Morgan Shzav al-Gabi Kaskassin, ok, donc ou Klimaous, ou Kaskassin, c'est les... alors, Klimaous, là aussi, pourquoi on a deux réponses. Klimaous, c'est un ustensile qui est sale, il y a Choliot qui a de la récupération, on peut jouer encore, on prend le dessus, on laisse le dessous. Mais Kaskassin, c'est toutes sortes de petits brindilles. Donc, comment tu vas le démêler tout ça? Ouais, il n'y a rien à faire. Okay. On voit que c'est bientôt la pompe dans le miel. C'est ça qui a fait mal. Métivé, Dvash Bikavarto, à nouveau l'Agma a dit Dvash Bikavarto. Donc, il y a une marloquette ici, d'après le Rashbam. Ces deux réponses-là, en réalité, c'est une marloquette. Celui qui a répondu, donc Ravacha qui a répondu
Bar Yaakov Gon Shezav al-Gabel Kaskasim, il a répondu seulement dans le cas où ça a coulé sur des pailles, des brindilles. Il pense qu'effectivement, sur un klimaous, il n'y a pas de problème. C'est oui un ochel ou un mashké. Sur un klimaous, c'est récupérable, et c'est pas récupérable seulement quand c'est sur des brindilles. Métivé. Dvash bikavarto, enolo ochel velo mashké. Chichev alav la achila. Là, on a un rajout à la braïta. Le miel, tant qu'il est sur la ruche, c'est ni un aliment, ni un mashké, ni une boisson. Mais dès le moment où il a pensé le consommer, alors c'est déjà un aliment. Je comprends pas. Si c'est Rabbi Eliezer, mais ça change pas ce que tu as pensé. A priori. Donc là, comme on a dit, Bishlama, donc Rishev alav la achila, metametumato chalim, les mashkim, metametumat mashkin, s'il a pensé le consommer, c'est déjà un aliment, ou un solide, ou un liquide. Les abaynichal, en rava kasham al charava, taritzachi, Rishev alav la achila, eno metametumato chalim, les mashkin, eno metametumat mashkin. Tanekivati de Rav Kana, dvash bikavarto, metametumato chalim, shelo bemarshava. Donc là, comme on a dit, Rava, il modifie cette braïta et il dit pas que c'est métamé, il dit au contraire, c'est pas métamé. Même Rishev, alav la achila, eno metametumato ochalin. Donc, Rava, la seule manière de répondre, c'est qu'effectivement, c'est pas du tout métamé. C'est intéressant pourquoi. Quel donc on a répondu, on va dire, oui, répondu Rava, mais on a une preuve quand même. On a une preuve au propos de Rav Kana, une braïta qui nous dit explicitement Dvash bekaveret metametumat ochalin shelo bemarshava. Donc le miel, il est considéré un aliment même s'il n'a pas pensé le consommer. Et donc finalement la braïta qui nous dit que le miel n'est pas un aliment, c'est seulement d'après Rabbi Eliezer, ou bien c'est seulement les deux pains qui vont rester jusqu'à la saison prochaine. Comment il peut rester jusqu'à une saison? Ça reste. C'est quoi le problème? J'ai vendu mon olivier, donc celui qui a vendu l'olivier, donc il va couper une partie de l'olivier, il devra lui laisser au moins 2 branches. On s'est mis d'accord de vendre l'arbre, le bois, et ben il va pas couper à ras le sol. S'il coupe à ras le sol, ça ne va pas repousser. Donc manière tefar, il laisse une certaine hauteur. Et betulat hashikma, il faut laisser gimel tfachim, zdan hashikma bet tfachim. Donc pour chacun des arbres, on a dit betulat hashikma c'est quand elle est jeune, zdan hashikma c'est quand elle est avancée dans l'âge. Donc si l'arbre il est jeune, donc là on a dit c'est un figuier alors s'il est jeune, il faudra lui laisser 3 tfachim pour lui permettre de repousser, et s'il est déjà âgé, ça suffit 2 tfachim pour le laisser, pour qu'il repousse. Bakanim ou bagefanim, et les roseaux et la vigne, minapka kulmala, à partir de l'anneau. On sait très bien que la vigne, le bois de la vigne, ça a comme des anneaux, comme ça, comme des nœuds. Oui, tiens, non, oui. Non, pas pour les tenir. Le bois, naturellement, c'est comme des nœuds. Il y a des nœuds comme dans les bois. C'est pas plat, quoi. Dans tous les arbres. Le tronc, il est pas. Chazak au bord. Dans l'arbre aussi, dans tous les arbres, il y a des nœuds. Seulement, certains se voient plus que d'autres. Les roseaux aussi, c'est comme par des anneaux comme ça. Oui, et le donc Mina Minapka kulmala bedekalim barazim chofer umsharesh les fiches en gizan machliv. Quand il s'agit, donc ça on a dit, on a parlé des arbres, on a parlé des figuiers, on a parlé des roseaux, on a parlé de la vigne, et là on parle d'Ekalim, donc le palmier, et Arazim et le cèdre. On sait que le cèdre il a 10 noms. Il y a 10 noms de cèdre, c'est-à-dire qu'en réalité il y a 10 catégories. Ils ont 10 noms, mais ils sont un petit peu, il y a des nuances. Et Arzel Levanon aussi, ok. Ou Baerez, Chofer Mshaj de Vishen Exal Machlif. Ça va pas repousser, ça sert à rien de laisser un petit peu. Une fois que tu l'as coupé. Et donc il va même déraciner, il va aller chercher jusqu'à la racine. Ou Btulat Hashikma Gimel Tfachim, la Gemara demande. Et pour cette Betulat Hashikma, il faut 3 Tfachim. Ormini en Kotsim Betulat Hashikma. Beshvin Pneshei Avoda. A priori c'est marqué ici. On n'a pas le droit de couper parce que c'est un entretien, on n'a pas le droit d'entretenir pendant la shvit, et donc on coupe pas du tout. Et a priori, Rabbi Yehuda Omer Kedarko Asur et la Magbi Asarat Tfachim Vekotzet. Il faut laisser 10 Tfachim. Ogomem, mais Amaharet tout décaché. Aïdach Malela. C'est marqué, Rabbi Yehuda nous dit, ou au-dessus de 10,
ou hara le sol. J'en déduis, hara le sol, ça va pas être bénéfique pour l'arbre. Mais j'en déduis un petit peu plus que l'aura le sol. C'est oui favorable. Et donc, qu'est-ce que tu me dis que toi, il faut laisser 3 tfachim? Dès le moment qu'il est monté un petit peu, ça suffit. L'agma a dit, Aïdach maïla, amre abaye, gimel tfachim alela, mais amaretz vadaï kachela. Donc, effectivement, 3, c'est bon. Au sol, hara le sol, c'est mauvais. Mikan vaïla, chlomak shela vela lui ma'alela. Et entre 0 et 3, c'est neutre. Oh. D'accord? Donc on a les trois mesures pour le Betula Tashikma. Gabeshvit, Avdinan Mide de Vadaï Kachela. Gabe Mikachomemka, Avdinan Mide de Vadaï Ma'alela. Donc c'est pour ça qu'on a les 3 niveaux. On a Hara le sol, on a au-dessus de 3 et on a entre les deux. Pendant la chivie, du fait que la Torah nous a interdit de travailler la terre et de développer les pousses, alors on va faire en sorte d'agir de manière où, d'une manière certaine, c'est pas favorable. Donc je vais couper Hara. Ou Hara ou au-dessus de 10, comme il dit Rabbi Yehuda. Par contre, quand il s'agit d'une vente, alors là, je vais aller à l'opposé. Je vais laisser en faveur du vendeur le top. Donc 3. Mais effectivement, si je coupe entre 0 et 3, c'est comme ça, c'est mitigé. C'est moyen. La ville, Gabé je vais d'Avdinamide de Vadaï caché les Gabé, mais quand même car Avdinamide de Vadaï m'a allé là. Betkalim Barazim, la suite c'est marqué Rofer Mchaïchlav des fiches Nexal Machlif. Donc pour les cèdres et pour les palmiers, il peut couper même jusqu'à retirer les racines de toutes les façons, il ne va pas repousser. L'agma a dit Ve'erez en Gizo Machlif. Darish Rabbi Chia Barunain men dirtiv tzadik atama ifrach ke'erez balvan izge. Im nemar tamar, la nemar erez, il nemar erez, la nemar tamar. Comment c'est le tzadik il a été comparé et au dattier, et au palmier, et au cèdre? Décide-toi. Tzadik katamar ifrach, tu commences le pasouk en disant tzadik katamar ifrach, il va fleurir, il va se développer, il va se déployer comme le dattier, qui erez balevanon isge, il va être grand comme le cèdre. Alors effectivement, chacun a ses qualités, mais c'est la question ici. Il est grand au début, après il se rapetit, après il s'étend. Il a les palmiers et après il bénit tout le monde. Chazak ou bon. Donc il nemar tamar la nemar erez, il nemar erez la nemar tamar. Ilou nemar erez, ilou nemar tamar et omer ma erez eno seperot. Ça dit qu'eno seperot. C'est quoi on va dire pas le désavantage, mais le défaut, on va dire, du cèdre, mais c'est qu'il ne produit pas de fruits. C'est du bois. Donc c'est vrai que c'est un grand arbre, le bois il est solide, il est fort, etc. Mais il donne pas de fruits. Et donc si on venait dire que le tzaddik était comparable au cèdre seulement, eh ben on aurait dit il n'est pas producteur. Et donc c'est pour ça qu'on parle du tamar. Donc im neemar Ilou neemar erez ou neemar tamar et tu omer ma erez eno seperot, tzadik eno seperot. C'est quoi perot? Perot c'est les Chazak, c'est le zikoui arabim, c'est le chesed, c'est les enfants, c'est les élèves, c'est tout ce qui va, tout ce qui va autour. Les kach neemar tamar, vini neemar tamar, velo neemar erez et tu omer ma tamar en gizo machlif, av tzadik en gizo machlif. Tout ça c'est une parenthèse pour nous amener, pour prouver que le cèdre, oui, il se reproduit, oui, il reprend à partir de ses racines. Et c'est juste seulement le tamar, c'est seulement le dattier qui se renouvelle pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comparer le tzaddik et d'un côté au tamar parce qu'il donne des fruits et au erez parce qu'il se renouvelle. Mais le erez, il se renouvelle. Donc j'ai une preuve de cette dracha-là que le erez, le cèdre, il se renouvelle. L'agma a dit, les karnemar erez, et là, chamaskinan, bishar mina arazim kederaba. C'est pas tous les arazim qui sont d'une même nature. Il y a plusieurs caractéristiques. C'est un générique, Erez, mais ils sont pas tous les mêmes, comme il dit Rabba, chez Neymar, Kede Rabba damar baruna, damar Rabba baruna, mbreberav, asara mina arazimen. Il y a 10 catégories de cèdres. Et d'ailleurs, ils ont dit non. Comme c'est marqué, chez Neymar, eten bamidbara, hadas shita, berosh tida. Vela Mazir, Vela Nizar. Il a fait donc c'est le pasouk. Ce chant-là, il est basé sur le pasouk. Comment c'est marqué? Eten Bamidbar. Le pasouk, il dit dans Ishaya, Erez. Donc Erez. C'est une chanson de Shabbat. Bien sûr. Shita, Hadas,
Chazak ou Baour. C'était Esther, je parle de Hadassah. Chazak, Hadassah, Esther et Hadassah. Chazak ou Baour. Donc là, le passage il dit Erez, Shita, Hadas, Et Shamen, Asim Ba'arava, Berosh, Tidar, Ut Ashur. Donc tous ces, l'Agma va détailler c'est quoi ces différents arbres. Donc, Etem Erez, Shita, Hadash, Asim. Erez, c'est Arza. Donc Arza, a priori, c'est le cèdre, peut-être le cèdre, il s'appelle Erez. Ok. Erez Balevanon, Arza Levanon, ok. Shita, c'est Tournita. Alors, c'est quoi Tournita? Il dit ici, il ramène dans les annotations, au nom de Tosfot dans Vodazara, qu'il y a deux catégories de Tournita, ok. Et, ok. Hadas, c'est quoi Hadas? Les Hadassim. Les Hadassim. Voilà, Asa. Et Shemen, Ayua Farsema. C'était un arbre à partir duquel on faisait du zéphet. Alors, c'est quoi le zéphet? C'est le goudron. Alors, je ne sais pas de quel arbre on fait le goudron, mais en tous les cas, comme ça, au nom de Rajbam, ailleurs, c'est marqué, on a Shemen Afarsemon. Shemen Afarsemon, c'est un huile particulier, mais en tout cas, ici, on parle de zéphet. Berosh, Ainu Berati, c'est pas précisé, c'est quoi? Tidar. Bouche. Hein? Bouche. Ok. Tidar, Ainu Shaga. Ici, il ramène dans les notes que c'est du sraf. Ok. De quoi? Notet Matzeh Aketaf, seraf. Ah oui. Ok. Et Ut Ashur, Ainu Shurbina. Ok, donc tout ça, on n'a pas. Il faut. Même le Rajbam nous dit Shurbina, Loït Paresh. Oui, c'est pas. Ok. L'Agma a dit, j'ai pas dit, j'ai que 7. Encore une fois, on a. Il manque 3. Erez, Shita, 2, Hadas, 3, Etchemen, 4, Asim, Ba'arava, Vetchemen, Asim, Ba'arava. Donc on est 4. Berosh, Tidar, Ut Ashur. Donc on a 7. Yardav, ok, donc ça c'est le pasouk. Donc ça c'est une promesse où Akash Baruch Hu nous dit il y aura comment on appelle ça, les déserts il y aura des arbres dans le désert qui permettront à profiter à créer de l'ombre quand on montera en Eretz Israël pour les alliés à la règle, etc. Ça, c'est la promesse. L'époque de ma chère, hein. C'est une névoie, ça. Ok. Shaya. C'est ce qui est relégué maintenant. C'est ça. D'accord. Donc, l'Agma, elle répond Kiata Ravdimi, l'Agma dit donc ils sont les 3. Donc, Rabba nous a dit qu'on a 10 catégories. Rabba Baravuna nous a dit qu'on a 10 catégories de cèdres. Dans ce passage, on n'en a que 7. Kiata Ravdimi Amar, aussi fois les Alonim, Alonim, Almogim. Donc, il y a ces 3 arbres en plus. Donc, c'est toutes sortes de noix, noisettes, des glands. Ok. Alonim, donc l'Agma s'explique. Alonim, Almonim, Almogim. C'est quoi Alonim? C'est Boutni. C'est quoi c'est Boutnim? C'est Boutnim. C'est pas des amandes, non? Non, c'est Kedim, ça. Boutnim. Ah, normalement, des noix? Non, Igo, c'est noix. Ah, Iga, ça, non? Alors, en hébreu moderne, les Boutnim, c'est les cacahuètes. Ah, voilà, c'est comme des noix. Voilà. Mais. Il y a des noix aussi spéciales, des noix là, comment ça s'appelle? Noix de non, il y a des noix, les toutes grosses. sortes de noix. Il y a les noisettes, il y a les amandes, il y a des. Ok. Donc l'Agma a dit Alonim, Almonim, Almogim. L'Agma a dit Alonim, Ainu Boutne. Alors ici, ils disent qu'il y a une version de Boutme. Ok. Ok, Boutma. Et Blouti, Alonim, Boutni. Almonim, c'est Blouti. Alors Rashi dit on a l'impression que c'est des glands. Les glands, je ne sais pas si c'est comme ici. Pour moi, c'est les. Alors, peut-être. Mais peut-être c'est des glands, pour moi, c'est ce que les écureuils, voilà, tous ces rongeurs. Hein, ouais, je sais pas si c'est ok comme ici pour l'homme. Et. Pardon? Si on les casse, on les mange. Ah ouais, Khazak, ok. J'ai pas. Ok. Parce que je me souviens de. Hein? C'est comme ici. Khazak?
Comme ça, comment on dit? C'est comme des marrons. Hein, Voilà, exactement, il dit comme ça. Ah. Voilà. Parce que pour nous. Ah, Khazak. Parce que les marrons, c'est bien plus gros. Ok, on arrive au harmonium. On arrive, c'est la suite. On a le droit d'acheter ça, il y a des gens qui achètent dans le métro, là. On Les peut. maïs, Parce et que tout, ça on a se. le droit. Ouais. Les marrons et les maïs aussi, on a le droit. Les maïs, c'est le olé al shulchan melachim. Les marrons, ça se mange cru. Ah, Ok, donc tout ce qui, c'est les deux conditions pour. Ok. Si tu veux, tu demandes au Pak et aux Pakistanais de mettre toi les. Ah, ouais. T'es tranquille. Ah, voilà, c'est bien. Khazak. Ah, d'accord. Ok. Kisita, c'est voilà, Kisita, c'est un arbre qui est en bord de mer et on n'a pas encore une fois son nom, mais c'est quelque chose qui est d'une grande valeur. Alors, Corée, je ne sais pas s'il y a un arbre qui s'appelle comme ça. Au bord de la mer, l'eau salée, c'est obligé. Ah, comme ça, c'est marqué. Ben, les palmiers, ils sont en bord de mer. Ils sont proches de la mer. Ah ouais. Et donc, oui, ok. Et Ika de Amré, Aronim, c'est harmonim. Donc, harmonim, ça, on sait. Quel et harmonim almogim, aronim are harmonim doulvé almogim kisita. Donc il y a une deuxième version. Donc Ika de Amré, aronim harmonim almogim. Donc c'est pour répondre et pour compléter les trois arbres, les trois catégories d'arbres manquants. D'après certains, donc d'après la première version, on a dit c'est alonim almogim almonim almogim. Et d'après la deuxième version, c'est Aronim, Harmonim, Almogim. Ok. Et donc les Harmonim, l'Agma a dit Aronim, c'est Aré. Ilan Shekdim Operot Akrim Bish, Anilo Idea, c'est ce qui dit le Rashbam. Harmonim, Ainu Doulve. Et ici, il ramène dans les notes, au nom de Tosfot, En akavana châtaigne. Il dit Tosfot, c'est pas les châtaignes. Ok. Pourquoi? Parce que Tosfot prouve, là-bas, à partir de la Gemara de Souka, ça peut pas être les châtaignes parce que c'est pas la manière de pousser, c'est pas Avot, c'est marqué Anaf etz Avot. L'Agma dit peut-être c'est la feuille de châtaigne. L'Agma dit là-bas c'est sûr que c'est pas. Donc les harmonimes. Ok. Et Almogim Kisita, comme on a dit tout à l'heure, c'est un arbre qui est en bord de mer, qui est d'une grande valeur. Ok. Bezato Idbar. On se retrouve demain pour la suite de la Mishnah suivante, qui est aussi un sujet qu'on a vu entre autres, donc la différence entre 2 ilanot et 3 ilanot, est-ce que ça donne droit à l'acquéreur sur le terrain ou pas? Plusieurs nafkaminot, est-ce qu'il pourra replanter? On avait dit là-bas, il marque l'ouquette en Rashbam et Tosfot, est-ce qu'il peut lui dire Akor ilan chavezil, prends tes arbres et va-t'en, même tant qu'ils sont plantés, d'après Rashbam, c'est seulement une fois où ils ont séché, et il y a aussi la nafkamina de Bikurim. On y arrive, c'est dans la suite de l'Agma, Bezato Idbar. Shabbat Shalom, on va voir.